Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Oui, bonsoir, merci d'être là. On continue donc l'avancée dans l'histoire de la comédie musicale américaine, enfin hollywoodienne. Vous vous souvenez qu'on a vu le premier regard un petit peu extérieur qui était celui de Jacques Demy en 67 et de tout son travail sur la musique, sur les chansons, mais aussi sur la couleur. Et là, vous allez voir que c'est une autre approche aussi de la couleur, encore une proposition chromatique, disons, particulière. Et puis, entre les deux, on a vu le film de 1977 de Martin Scorsese, New York, New York, qui là travaillait moins la couleur, encore qu'il y a des touches de couleur sur fond noir dans New York, New York, que autre chose, à savoir véritablement le récit classique et l'histoire du musical hollywoodien classique à travers la généalogie même de son actrice principale. Vous vous souvenez, Liza Minnelli, à la fois fille de Vincente Minnelli, Tous en scène et autres très très grandes comédies musicales, et de Judy Garland, la star de comédie musicale, dont certaines qu'on a passées ici. Alors, donc voilà, on voit comment les cinéastes de la génération née pendant l'âge d'or de la comédie musicale hollywoodienne revisitent ce genre. À chaque fois, ils ont un rapport avec le genre. On aurait pu passer Phantom of the Paradise de Brian De Palma aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les cinéastes du nouvel Hollywood, de ce qu'on appelle le nouvel Hollywood, continuent d'avoir ce rapport soit à la musique, soit directement à l'histoire de la comédie musicale à sa période classique. Et c'est aussi le cas de Francis Ford Coppola, mais avec une approche qui lui est singulière et qui est véritablement l'ambition industrielle pour lui-même. J'allais presque dire la mégalomanie, et je peux le dire, puisque le film qui précède celui-ci, donc celui-ci c'est un film de 1981, c'est Apocalypse Now, dont vous savez que c'est une espèce de tournage énorme, une ambition énorme, une aventure et des mésaventures aussi énormes, et notamment pour Coppola, une sorte de perdition, enfin recherchée, on pourrait dire, dans l'aventure du tournage et aussi dans la prise de drogue et dans un épisode réellement mégalomaniaque, hein, où il se fait construire des choses, amener des produits de luxe là-bas sur le lieu de tournage très très long aux Philippines. Enfin, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans une sorte de folie des grandeurs. Et le film suivant, je vous rassure, est beaucoup plus apaisé de ce point de vue-là, mais tout de même porte la marque de cette idée qu'on peut encore devenir comment on appelait ça, un mogul, un sorte de très grand, de sorte de démiurge hollywoodien. Et donc, on est à une période, fin des années 70, où Coppola va carrément acheter son propre studio. Donc, il crée sa société de production et de distribution dans l'idée intégrée, c'est-à-dire dans l'idée de pouvoir maîtriser toute la chaîne depuis la pré-production jusqu'à la distribution des films. Vous savez que c'est interdit d'aller, à cause des lois antitrust, jusqu'à l'exhibition, c'est-à-dire à la possession de salles de cinéma. Mais c'est cette idée totale et elle va se concrétiser quand, avec George Lucas, son partenaire, ils achètent un studio. Et pas n'importe quel studio, un studio abandonné de Hollywood General, qui se trouve en face du collège où Coppola est allé quelques années quand il était petit. Et donc, il avait vu ce studio en face et il arrive à l'acheter. Et donc, il concrétise son idée de pouvoir tout construire, de pouvoir absolument recréer un monde quand il fait un film. Et Coup de cœur est le produit de cela, avec, vous allez voir, une intrigue amoureuse, bon voilà, très ténue, très simple, mais par contre, tout un travail sur le décor. Donc, je vous laisse découvrir ce travail sur le décor, et puis on en reparle après, et se pose évidemment la question de ce que devient la comédie musicale quand son décor, disons, mange absolument tout, tout le reste. Donc, on a décidé de vous montrer ce film aussi comme une expérience limite. C'est un film dont Coppola disait volontiers que c'était un prototype, hein, toujours ce langage un petit peu industriel, un film comme on n'en a pas fait avant et comme il n'en a pas refait après, et pour cause, ce film l'a absolument ruiné. Ça a été le film le plus cher de l'histoire de Hollywood à son époque,
27 millions de dollars. Aujourd'hui, c'est pas si important. Mais voilà, et il a joué un coup de poker. Le film, pour une fois, le titre français est assez bien trouvé. Coup de cœur, il y a cette idée comme ça de Paris. Et comme par hasard, il décide de situer l'action du scénario, qui au départ était à Chicago, il décide de la transposer à Las Vegas, ville clinquante s'il en est, ville lumineuse, artificielle s'il en est, et ville aussi des coups de poker et du hasard. Pour lui, le pari, c'est évidemment aussi sa conception de l'amour. Donc j'espère que le film vous plaira, mais en réalité vous choquera aussi quelque part, et qu'on pourra en parler après. Bon film. Oui, vous avez vu, c'est une restauration de 2003, mais c'est plus qu'une restauration, parce que Coppola a vraiment fait des modifications dans le film. Peut-être qu'on en parlera. Peut-être quelques mots, je ne vous ai pas dit que Francis Ford Coppola s'était déjà essayé à la comédie musicale très tôt, en fait. C'était une commande qu'on lui avait faite en 67, et ça a donné Finian's Rainbow, la vallée du bonheur. C'était une commande de la Warner avec Fred Astaire. Fred Astaire a 68 ans, et Fred Astaire a fini par renier le film. Donc, vous pouvez imaginer que ce n'était pas tout à fait une réussite, mais c'était quand même l'ambition de faire quelque chose qui ressemblait un petit peu aussi dans son histoire. Il y avait un leprechaun, cette légende irlandaise qui était transposée aux États-Unis. Il y avait quelque chose d'un peu magicien d'Oz dans cette histoire, et il l'avait abordé avec une sorte de naïveté, au sens même naïveté, la peinture naïve comme ça, il y allait dans le côté premier degré. Et ce film-ci, donc bien des années plus tard, puisqu'on est en 81, j'en ai pas parlé, mais le titre original, One from the Heart, on l'entend, hein, This One's from the Heart, c'est la chanson qu'on entend, y compris à la fin, mais ça veut aussi dire, pour Coppola, ce coup-ci, c'est vraiment un film de moi, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment un film intime, par opposition à des commandes, et notamment des commandes comme l'a été bien auparavant le film dont je viens de vous parler de 67, et on pourrait dire comme sera quelque temps après cet échec commercial énorme qui va l'endetter à plus de 50 millions, Cotton Club, film beaucoup plus classique, disons, avec des moments musicaux, mais vraiment assez codifiés, film codifié sur la période de la fin de la Prohibition à New York, à Harlem, etc. Donc cette idée que le film, celui-là, c'est vraiment un film qui vient du cœur, donc pas un film pour le commerce, mais un film personnel, elle vient aussi du fait qu'il y a une dimension autobiographique dans la petite intrigue, dans le noyau de l'intrigue qui est l'intrigue amoureuse, à savoir son aventure qu'il a eue avec son assistante, qui serait l'équivalent du personnage de Leila, et puis son retour auprès de sa femme, etc. Bon. Donc il y a une dimension, on pourrait dire, intime, et évidemment, moi je vais tout de suite mettre les pieds dans le plat, comment peut tenir l'intime, ou ce scénario de l'intime, qu'on connaît, puisque c'est aussi le scénario, par exemple, des comédies de remariage, hein, comment ce noyau amoureux tient par rapport à un décor, qui est un décor, j'allais dire, totalisant, voire une idée assez totalitaire du cinéma comme ça, c'est-à-dire entièrement construit, entièrement fabriqué. Comment est-ce que ces sentiments, et comment aussi ces sentiments qui sont au cœur de la comédie musicale depuis son âge d'or, ils peuvent résister, je dirais, à la forme, à une idée de la forme qui est quand même, le mot totalisant me vient, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de tout contrôler. Ce cinéma qu'il va inaugurer et qui va finalement pas tellement durer parce qu'il n'aura plus les moyens de garder ses studios, il va finalement devoir très vite liquider ses studios, même s'il garde le nom de American Zoetrope, le nom de la société. Donc il n'aura plus physiquement ce contrôle et ces lieux qui étaient plus 9 plateaux. Donc c'est énorme, 9 plateaux, je ne sais plus, quelque chose comme plus de 30 salles de montage, et puis surtout l'idée qu'il avait salarié des gens, salarié des centaines d'employés, y compris des acteurs. Vraiment comme à l'époque où les acteurs étaient
dans un système de studio, pas seulement par mégalomanie, mais aussi parce que ça l'intéressait aussi d'avoir des gens qui n'étaient pas des stars, qui étaient des bons acteurs, qui venaient de la scène ou qui venaient de la danse. Pour le cas de Terry Garr, celle qui joue l'actrice principale, elle est d'ailleurs la fille d'une danseuse chez Busby Berkeley. C'est amusant parce qu'on a commencé ce cycle avec le film Footlight Parade, avec les chorégraphies de Busby Berkeley. Donc voilà, je veux vous poser aussi la question, ce rapport au décor, que moi je trouve à la fois complètement étonnant et peut-être excessif, à tel point que est-ce qu'on n'est pas au-delà d'une possibilité du plaisir qu'on a trouvé, disons, nous, spectateurs, si vous avez suivi et apprécié les comédies musicales classiques, qu'est-ce que ça peut donner une fois que le décor prend le pouvoir, disons. Donc peut-être qu'on peut partir d'impressions, et puis j'aurais aussi des choses beaucoup plus peut-être concrètes à vous dire et à vous montrer sur ce côté extrêmement fabriqué et assumé comme tel, bien sûr, du film. J'ai oublié de vous dire que ce qu'il appelle, le nom que Coppola va donner à cette méthode qu'il inaugure dans ses studios, c'est cinéma électronique. Alors ça nous fait un peu rire aujourd'hui parce que cinéma électronique, c'est voilà, beaucoup de choses technologiques sont arrivées depuis. C'était relativement visionnaire en fait, quand même, d'un point de vue en tout cas technique. C'est quelqu'un, Coppola, qui a toujours apprécié la technique, vraiment la physique, les ateliers radio. Il y avait ça à l'école, de fabriquer des transistors, etc. Et puis, il est arrivé au cinéma d'abord par le théâtre, des études de théâtre, et par les éclairages. Donc, il faisait des comédies musicales théâtrales au lycée. C'est quelqu'un qui est de manière... voilà, c'est intéressé à la technique avant tout. Et donc cette idée de cinéma électronique, c'était assez précis, faut peut-être, et c'est comme ça que le film a été fait. C'est-à-dire qu'en fait, il a tout storyboardé, il a fait faire des dessins, 500 dessins du film, et puis il les a filmés en vidéo. Ça fait une sorte, si vous voulez, de film en vidéo, puis ensuite il a fait répéter les acteurs devant un fond bleu pour pouvoir incruster des dessins et pouvoir faire une espèce d'ébauche du film avec les dialogues et la musique. Et puis ensuite, il a refilmé, une fois qu'il a fait une espèce de premier filage de tournage, il a refilmé en vidéo les acteurs. C'est pour vous dire le côté, ce type de travail très particulier qui est entre voilà, ce qu'il appelle le cinéma électronique, mais tout ça, ensuite, le film est filmé en 35, hein, c'est pas un film qui est fait ensuite en vidéo, mais disons qu'il utilise la technologie, il utilise aussi l'ordinateur de l'époque pour retrouver des choses de texte, pour pouvoir imprimer des scénarios, etc. Donc il s'empare d'une technologie qui est encore à l'état de prototype. Et donc le film est aussi le résultat de ça. Voilà. Ça, c'était, je fermais la parenthèse sur la façon dont lui le présente. Mais en réalité, moi je pense que derrière ça, et derrière cet imaginaire et ce désir technologique qui est le sien, il y a le théâtre. Et que c'est ça qui est peut-être quand même plus intéressant, c'est-à-dire que reste cette envie, cette théâtralité, on pourrait dire, qui peut nous laisser à distance aussi, pour d'autres raisons du film, mais qui est quand même très présente et qui là renoue quand même avec l'histoire de la comédie musicale à la scène et dans son âge d'or hollywoodien. Alors peut-être, n'hésitez pas, d'abord, je sais pas, des impressions, parce que je sens que elles sont peut-être pas forcément bonnes, je sais pas. Je vous entendais parler, mais je n'attendais pas ce que vous disiez, donc je suis assez curieuse. Non, Quelqu'un va se... Oui, bonsoir. Moi, je ne sais pas quel est l'avis des autres, mais j'ai du mal à situer le film. Est-ce que c'est un drame, une comédie? Parce que finalement, autant c'est très très dramatique au départ, hein. C'est limite à se pendre à un moment.
Et à la fin, il y a la scène où il se prend carrément un coup de jus, les cheveux qui partent en l'air. Enfin, on a l'impression qu'il part un peu dans tous les sens. Alors d'ailleurs, je suis même étonnée qu'il ait fait un storyboard, etc. Parce qu'on a l'impression que ça part dans tous les sens. Et finalement, je le trouve moins abouti que tous les autres films qu'on a vus jusqu'à maintenant. C'est mon impression sur le film. Je pense qu'il est beaucoup plus expérimental, dans tous les sens du terme, si vous voulez. Ouais, mais pourtant, c'est quand même un moment où dans le cinéma, on sait un petit peu ce qu'on fait, il y a du recul, ça aurait été au début du cinéma, on aurait mieux compris. Et ça, je comprends qu'il n'ait pas eu trop de succès, ce film, parce que, bon, maintenant, il faut le voir en même temps. Faut l'avoir vu, quoi. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop, finalement, où ça va. Est-ce qu'on doit pleurer? Est-ce qu'on doit... C'est entre le finalement quand c'est drôle ça devient pathétique plutôt qu'autre chose. Enfin, c'est l'impression que ça m'a redonné. Mais d'un autre côté, moi ce que j'aimais bien c'est le côté années 70-80 parce que je trouvais que dans la sélection il y a une petite partie qui a été sautée. C'était toute la période des Travolta et les Grease. Et que comme il fait quelques petits mouvements devant la glace. Et je trouvais qu'à un moment ça donnait ce ton de ce petit retour aux comédies musicales qui est intervenu aux années disco et qui n'apparaissent pas dans votre sélection peut-être pour des problèmes de droit. Oui, alors on a hésité avec Grease, mais Grease est un film donc de 76 dans mon souvenir avec Travolta, etc. qui est un film qui est un film rétro parce qu'il est situé dans les années 50, donc il y a ce jeu-là du rétro, et on se disait que peut-être dans l'avancée, disons chronologique du programme, ce serait peut-être moins intéressant, parce qu'il se référait lui-même dans son histoire à un passé. Mais il aurait été intéressant s'il y avait eu plus de séances. C'était intéressant dans la mesure où c'était une époque finalement où il y a eu un petit peu... le retour de la comédie musicale. Alors c'était un retour, exactement. C'était un revival, tandis que là, si vous voulez, moi je trouve que l'intérêt de Coppola, c'est que lui, il fait pas dans le revival. Mais comme vous dites, il sait pas où il va. C'est-à-dire que il y a une projection dans un futur, lui qu'il visionne comme étant celui-là, mais du coup il peut pas si vous voulez, se raccrocher soit à un côté rétro qu'on sait très bien faire du musical, et donc le film dont vous parlez c'est aussi le film d'ado, le film d'adolescent dans les années 50, voilà. Ce sont des codes connus, donc on peut bien les faire, et comme vous dites, on peut en faire des films aboutis et satisfaisants du point de vue aussi du divertissement qu'ils apportent. On sait où on est dans le comique adolescent et en même temps avec des bonnes chansons, etc. Là, c'est moins confortable, c'est le moins qu'on puisse dire. Et effectivement, je pense qu'il ne se réfère pas à un genre en particulier et qu'il avance comme ça. Par contre, ce qui l'intéresse, c'est une forme de fluidité que lui n'a pas connue avant au cinéma. Et c'est là où le côté technologique, c'est vraiment de la recherche pour lui, c'est-à-dire comment faire, je vais vous dire quel est le fantasme, disons, derrière ce côté électronique, technique. C'est le fantasme de la dramatique télévisée, si vous voulez. Donc pas la télévision comme étant une réduction du cinéma, c'est pas, je n'oppose pas télé et cinéma, c'est le direct, c'est la façon dont les dramatiques étaient faites à la télévision, à l'ORTF, quand il n'y avait pas la diffusion de choses préenregistrées, mais qu'on filmait en direct. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez vu le film Adieu Philippines, on voit donc Adieu Philippines de Jacques Rosier, film français 1960. On voit le héros travaille à l'ORTF. Il est énième main sur un tournage de Stello Lorenzi de Montserrat, du feuilleton Montserrat historique. Et on voit ce que c'est que de tourner en direct. Et en plus, comme il est un peu maladroit, il passe dans le champ. Donc il se fait traiter de tous les noms par le réalisateur, puisque tout ça était diffusé effectivement en direct. Donc c'est ça le fantasme de cinéaste de Coppola, c'est-à-dire idéalement, grâce à toute la maîtrise qu'il a en ayant tous les éléments à l'intérieur de son studio, il aurait fait plusieurs décors comme ça et tout se serait enchaîné. Sauf que ce qui ne marche pas, comme il tourne en cinéma, parce que pour avoir cette qualité d'image, de toute façon, à l'époque, il n'était pas question de faire des films en vidéo, les bobines, ça reste 10 minutes. Donc de toute façon, c'est pas plus que 10 minutes. Donc ça ne marche pas, ce fantasme-là d'une seule coulée. Mais on voit bien que du point de vue stylistique, c'est ça qu'il essaye de faire. Du coup, il le fait avec d'autres moyens que la réalité d'une seule prise, bien entendu. Oui. Je trouve, je voulais rebondir
par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait qu'il a tout storyboardé, filmé storyboard, refilmé sur fond bleu, etc. Moi, je trouve que ça ressemble beaucoup en fait aux techniques actuelles qu'on voit sur les grosses productions américaines, en général films catastrophes ou super-héros. Ce qu'on a vu nous ici en fait en janvier quand on faisait notre fameux Digital Summit, c'est qu'en fait il y a des artistes, des infographistes qui sont payés pour non pas pour faire des storyboards mais pour faire des animatiques, enfin c'est-à-dire une version du film en 3D mais de basse qualité, mais qui est le film entièrement, on peut pas dire storyboardé ou filmé ou quoi, mais animé si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a les bonnes échelles de plans qui resteront à la fin, et les mouvements, les déplacements, etc. Et les dialogues. Voilà, et effectivement, enfin, j'ai entendu dire que certains metteurs en scène reprenaient même les idées de plans, etc., quand on n'était pas très inspiré. Mais ce que je veux dire, c'est que quelque part, quand il a fait ce film, je trouve qu'on peut dire peut-être qu'il était vraiment en avance sur son temps aussi, et qu'il a recherché quelque chose qu'il ne pouvait pas obtenir à l'époque. Parce que finalement il a bricolé ce qu'il pouvait avec la technologie qu'il avait, mais que c'était pas encore accessible peut-être. C'est cette idée de ce que tu dis comment dire de fluidité, qui renvoie en fait au comment tu appelles ça, les dramatiques de télévision. Je sais pas, quelque part, je me dis que finalement, il aurait pu le faire à la perfection aujourd'hui, enfin avec les moyens du numérique. Je pense que quelqu'un comme Spielberg avec Ready Player One, où là c'est le jeu vidéo, l'espace du jeu vidéo qui est la métaphore, enfin qui est opposé à la réalité, mais qui est en même temps une réflexion sur le cinéma. Il accomplit un peu ça. Est-ce que le stade ultime, ce serait pas la réalité virtuelle justement? Oui, mais j'allais dire pour nous, c'est un peu fou de dire nous, parce que je vous inclus sans que vous l'ayez demandé, mais c'est prophétique, mais c'est pas ce qui nous intéresse ici, je dirais, du point de vue de la comédie musicale. Enfin, sans être méchante pour tous ces films qu'il a prophétisés en faisant ce brouillon, cette ébauche technologique. Je trouve que du coup, ce qui est plus intéressant, c'est le côté théâtral. Et du coup, c'est le côté low-tech du film, à savoir précisément comment il obtient quand même cette fluidité-là. Évidemment, il y a les mouvements de caméra, Vittorio Storaro, son directeur de la photo, mais bien entendu, tout ça commence par le décor. C'est-à-dire que comment on construit des décors de telle manière à ce qu'on s'y promène. Vous vous souvenez, le début dans la rue, etc. Et aussi à ce qu'on aboutisse à ce moment de ballet, disons qui serait l'équivalent du ballet de la comédie musicale classique, quand ils sortent, vous vous souvenez, ils sont à l'intérieur, ils ont cette séquence cette scène de tango, et puis c'est intercut comme avec les scènes de lui avec l'artiste de cirque, et puis tout à coup, Ray et elle... sortent dans la rue et il y a le ballet, le moment, disons, avec tous les figurants qui se mettent à danser. Ça aussi, c'est la fluidité entre le dedans et le dehors, etc. Donc tout ça doit être pensé du point de vue, déjà, de la construction des décors. Je vous donne un exemple. Quand elle hésite à l'inviter chez sa copine et qu'elle est avec l'ascenseur, là, on voit d'ailleurs comme figurant les parents de Coppola, hein, le couple qui attend de fumer le cigare. Bon, on voit le couloir de chez la copine, ça se referme, et puis en fait l'ascenseur, on ne le voit pas, mais évidemment il bouge pas, il descend pas, donc il y a un jeu de lumière qui fait comme s'il descendait, mais en fait il tourne, il y a une rotation. Et quand il s'ouvre, on est effectivement devant un autre décor qui est le décor de la rue avec le taxi et lui qui l'attend pour rentrer dans le taxi. Donc ça, c'est vraiment comment faire pour que dans la construction des décors, il y ait à la fois le côté artificiel et en même temps un réalisme du changement de décor. Peut-être qu'on peut passer le petit extrait sur la construction de ces décors, parce que je pense qu'on le voit quand on voit le film, on sait bien que tout est construit, mais de voir les décors pas encore construits, c'est encore une autre étape, disons, dans l'artifice. Alors peut-être pendant que Jean-Paul prépare, c'est un petit morceau d'un making-of qui n'est pas extraordinaire, mais qui donne quand même un peu à voir quelque chose. Et puis, pour vous dire que donc Las Vegas reconstruit avec cette rue, Fremont Street, qui est une vraie rue de Las Vegas, mais complètement
bien sûr réimaginé. Par exemple, il a choisi le format 1:33, qui n'est pas du tout le format habituel de la comédie musicale, qui serait normalement le format large. Il a fait exprès parce que, d'une part, l'humiliation qui a été la sienne quand même, avec Finian's Rainbow, la vallée du bonheur dont je vous ai parlé avec Fred Astaire, c'est que comme souvent les formats sont coupés, etc., à un moment, du coup, ça avait coupé les pieds de Fred Astaire. Vous vous rendez compte ? Couper les pieds de Fred Astaire, c'est horrible. Bref, donc il a pris le format le plus vertical possible, qui n'est pas ce à quoi on s'attend habituellement, mais qui est intéressant pour les décors. Et d'autre part, il a abaissé les façades à néon de Las Vegas. C'est-à-dire que normalement, c'est beaucoup plus haut. Mais là, on a l'impression que c'est écrasé comme ça, et c'est pour qu'on en voit plus. Donc, je ne sais plus quel morceau on vous... Bon, le making-of n'est pas extraordinaire, mais on voit quand même quelques petits... J'arrête là parce que finalement on voit dans ce making-of il y a beaucoup d'extraits du vrai film. Du coup, on voit peu de moments où c'est pas encore construit, mais c'est quand même assez fou. Enfin, c'est construit depuis rien, y compris donc cette espèce de moitié d'avion qui fait que d'ailleurs il était embêté pour la scène où Hank dit à Franny de ne pas partir alors qu'ils sont dans l'espèce de sas, de couloir qui arrive à l'avion, parce que théoriquement, il devrait s'approcher d'elle. Pourquoi il reste comme ça dans la queue ? C'est pas tout à fait... C'est en fait, elle ne pouvait pas non plus avancer dans l'avion puisqu'ils avaient que la moitié d'avion. Donc, ils ne pouvaient pas montrer l'intérieur de l'avion. Mais bon, cela dit, choisir Las Vegas, je souligne, vous l'avez compris, mais Las Vegas, c'est pas seulement ville du jeu, etc. C'est aussi ce simulacre à l'intérieur de l'Amérique, qui parfois au cinéma a, vous savez bien, il y a des petites tours Eiffel, il y a des faux Venise, il y a des faux, etc. Donc ce côté factice à l'intérieur d'un film, lui-même factice, et encore un troisième degré de simulacre, puisque le film s'ouvre avec, vous vous souvenez, très tôt on comprend qu'elle travaille dans cette agence de voyage et qu'elle manipule un petit New York, comme ça, la petite statue de la Liberté, le petit Empire State Building, etc. Donc ce côté simulacre, il est souligné, il est évidemment pas du tout caché, il est montré au carré dans le film, et c'est ça qui intéresse. C'est ça aussi qui peut faire qu'on se met à distance du coup d'une forme de psychologie. De toute façon, et en ayant vu d'autres films de Coppola, Coppola change à chaque film, donc il surprend, enfin il fait plutôt des paires de films, mais en tout cas, il surprend toujours par rapport au film précédent. Mais disons que de manière régulière, on s'aperçoit que cette question du simulacre, elle est quand même aussi liée à la question de remplacer, si vous voulez, du temps par de l'espace. Et c'est ce qu'il dit un petit peu pour ce film. Il dit de toute façon, j'ai une conception, c'est uniquement une conception spatiale. Ce ne sera pas linéaire, ce sera... bon, alors, du coup, il a des discours du type... tout sera contenu, tout en un. C'est exactement ce qu'il dit aussi pour son studio. Il y aura tout. Il y aura les acteurs, il y aura la technique, etc. Et en fait, c'est un peu ce que vous dites sur... à un moment, ça devient du burlesque, on dirait à Rod Lloyd, il tombe comme ça. Il y a des films de Chaplin où il tombe aussi comme ça. Enfin, voilà. Où est-ce qu'il va ? Est-ce que c'est du mélodrame ? Est-ce que c'est... Moi, j'aime beaucoup le début, avec des choses très, très concrètes de la vie du couple, y compris un peu triviales, avec les courses qui tombent par terre, etc., la scène de ménage. Mais il ne choisit pas. C'est-à-dire c'est ce côté, justement, englobant et totalisant, et un peu fou dans cette folie-là, qui fait qu'en même temps, ça contient tout. Alors, c'est aussi l'idée de Las Vegas comme ville de la miniature, et puis ville aussi des enseignes. L'espèce de casse où il travaille, le héros Hank, ça s'appelle, je ne sais pas si vous avez vu, ça s'appelle Reality Wreckings, la réalité cassée. Et les enseignes qui se disent en anglais signs, c'est aussi Las Vegas, ville purement de signes. C'est-à-dire que c'est tous ces mots, toutes ces lettres, les dunes, mais on voit pas vraiment de dunes, sauf au début dans le générique avec ces corps de femmes recouverts de sable. Donc voilà, c'est aussi une ville qui ne vend que du rêve, mais c'est montré, désigné comme n'étant que de la lumière, que du rêve. Et Coppola a dit, c'est un film sur le néon. Et il dira plus tard de son film suivant, The Outsiders. Si vous l'avez vu, c'est un film à la... comment s'appelle ce super film de Nicolas Ray, Rebel Without a Cause, La fureur de vivre. Voilà, sur des adolescents. Il dit c'est un film sur le coucher de soleil. Vous voyez, il a une espèce
d'idées de textures lumineuses, et c'est ça le film. Donc à l'intérieur, il peut y avoir tout ce que vous dites. Il peut y avoir du mélo, de la comédie. C'est pas de distinguer entre toutes ces choses qui l'intéressent. Donc c'est ça, je pense, qui déroute aussi. Et moi, ça m'a aussi pas mal dérouté. Après, à chaque fois que je le vois, j'en pense au niveau de l'évaluation, j'en pense quelque chose de différent. Donc voilà, c'est pour ça que je suis assez curieuse de ce que vous en avez pensé. Peut-être, ouais. Peut-être on peut, puisque j'ai parlé des enseignes et tout ça, c'est vrai que j'avais amené aussi une autre lecture de Las Vegas. Oui, tu veux passer l'extrait de Casino? Ouais. Okay. Oui, parce que je trouve que finalement cette ville, bon, c'est une ville ingrate, j'y suis allée qu'une fois, mais elle est impressionnante dans son aveu d'artifice. Et c'est aussi le chemin qu'on voulait faire ici, c'est d'aller dangereusement près du trop d'artifice. Et finalement, les gens, certaines personnes, pas parmi vous peut-être, mais ont trouvé que Les Demoiselles de Rochefort, en tout cas à sa sortie, étaient déjà trop artificielles. Et pourtant, Jacques Demy tournait principalement en décor réel. Vous vous souvenez, il avait fait repeindre des façades. Donc il avait transformé le décor réel, et il l'a fait encore plus avant dans les parapluies de Cherbourg, dans les couleurs. Mais on trouvait peut-être déjà que c'était trop. Et ici, alors, que dire? Alors, Los Angeles, les enseignes, les néons, etc., je voulais juste vous montrer le début du film de Scorsese, Casino, son film de 1995, parce qu'il rêve aussi à cette ville construite dans le désert, quoi, parce que c'est ça, hein, qui est souvent dans le cinéma américain. Las Vegas, en fait, c'est une sorte d'allégorie d'Hollywood, de ce que Hollywood est devenu une fois qu'il n'est plus que commerce, spectacle, entertainment, etc. Vous voyez qu'on est dans un tout autre registre, mais il y a aussi l'utilisation des néons, des enseignes, des casinos, et que là, c'est vraiment l'enfer. Et on pense aussi au générique si vous avez vu Mad Men, la série, et avec l'utilisation de la musique, bien sûr, du dernier mouvement, du final de La Passion selon saint Matthieu, qui est évidemment pas rien, et qui d'ailleurs, dans les paroles, parle de la trahison du Christ et de sa crucifixion. Donc on est vraiment dans un imaginaire très scorsésien de la passion, mais aussi voilà ce que peut produire comme imaginaire cette ville, ces enseignes, ici rendues beaucoup plus abstraites. On est exactement à la même date, enfin le récit est situé à la date du film qu'on vient de voir, mais c'est beaucoup plus abstrait, c'est un traitement beaucoup plus abstrait des enseignes. Et vous avez vu que le générique est signé Saul Bass, qui est vraiment le grand auteur de générique pour Hitchcock, pour Preminger, dans leur période en couleur, et notamment le générique de La Mort aux trousses, vous vous souvenez, avec les immeubles comme ça de New York, le côté très quadrillé, très, très abstrait. Voilà, mais on n'a pas du tout parlé du coup de la musique. Mais allez-y peut-être sur toute cette question des décors qui me semble, ou autre, enfin, ou de la distance que ça peut créer, parce que j'avais l'impression que vous n'étiez pas contente du film. Oui, je suis un peu déçue sur le plan purement comédie musicale. Ouais. C'est-à-dire qu'on a parlé depuis le début de la séance, pour ainsi dire, que de technique justement. Ouais, de décor. Et, en tout cas, voilà, mais le décor, ça fait partie de la technique. Et je comprends tout à fait le travail technique qu'il a fait, qu'il a voulu faire, tout ce qu'il a voulu démontrer, mais je prends ça vraiment comme une démonstration, enfin, pas que comme une démonstration, mais beaucoup comme une démonstration. Et du coup, ça met de côté l'aspect comédie musicale pure et qui est si réjouissant. Et du coup, moi, je suis un peu déçue. Voilà. C'est pas un mauvais film, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça a été dit. Comment ? Ça a été dit. Oui, non, parce qu'il y a des bonnes choses, forcément. De toute façon, une œuvre, il faut la respecter. Hein. Il a fait, il a fait son, il a fait son travail, il a fait son job. Mais moi, c'est vrai que je suis pas très touchée. Et même, même l'histoire qui pourrait être, c'est une histoire banale et en même temps très touchante. Et non, ça passe pas. Voilà. Et je pense que c'est parce que la technique prend le dessus, justement. Oui, ça c'est effectivement, c'est pour ça que le film
pour moi aussi, est un film limite, voire au-delà de la limite. Et alors, du coup, ça m'a fait réfléchir à qu'est-ce que j'appelle la limite, où est-ce que chacun place cette ligne au-delà de laquelle on n'est plus touché, au-delà de laquelle, justement, le côté... alors, c'est pas qu'on aime que la dimension psychologique des scénarios amoureux de comédie musicale, je pense pas que vous diriez ça. C'est évidemment un nœud très très complexe entre un aspect technique, musical, de décor, de costume, de couleurs, de mise en scène, de mouvement de caméra et le récit et le jeu des acteurs aussi, parce que ça joue beaucoup, leur photogénie, la façon dont ils sont appareillés, etc. Tout ça est très délicat. Et c'est vrai qu'un déséquilibre, vous aussi, quelque part, vous parliez d'une forme de déséquilibre dans les genres, dans les registres. Où est-ce qu'on va ? Est-ce que c'est pas, il part pas dans un autre, etc. Fait que tout peut tomber. Moi, je trouve ça... Oui, je suis presque d'accord avec vous, et en même temps, chaque fois que je le vois, je ne suis pas au même endroit du curseur, donc ça doit quand même peut-être varier un petit peu. Et surtout, ça nous fait réfléchir à ce qui a animé ces comédies musicales classiques, y compris, à mon avis, jusqu'à, mettons, Demi, et même encore le Scorsese qu'on a passé la dernière fois, à savoir cette tension, au fond, qu'il y a entre le hasard et le destin, on pourrait dire ça, dans les récits. C'est très vaste, mais si on pense aux chassés-croisés dans Les Demoiselles de Rochefort, il y en a ici des chassés-croisés. Il y a cette fameuse scène où ils sont dans la rue, ils sont tous les deux dans Fremont Street, chacun va à son rendez-vous guilleret, à son nouvel amant, et puis ils se croisent, ils se voient à peine. Ça fait penser exactement aux chassés-croisés de Demi, des Demoiselles de Rochefort, où les gens, chacun ne trouvera sa chacune que à travers une idée du destin, puisqu'il y a ces chansons qui apparient les personnages dans Les Demoiselles avant même qu'ils se rencontrent. Et ici, c'est un peu l'inverse, puisqu'on commence et le couple éclate. Donc voilà, il y a ce traitement en parallèle. Alors peut-être quand même, là où je trouve que le film réussit, contrairement à vous, c'est justement cette mise en parallèle des deux vies qui, d'une vie de couple, deviennent des vies séparées. Et alors, c'est là où il s'appuie sur des techniques purement théâtrales. Quand je dis théâtrale, je pense à la technique, alors pas seulement, hein, mais j'aime beaucoup, moi, la technique où il y a en fait une sorte de mur transparent et où on est dans une scène au premier plan, vous vous souvenez, il est avec son ami Mo, joué par Harry Dean Stanton, avec ses petites, sa permanente. Et tout à coup, la scène, le premier plan est obscurci et c'est l'arrière-plan qui s'éclaire, et là on est dans sa vie à elle, avec sa copine, jouée par une amie de longue date de Coppola. Et voilà, et c'est littéralement des techniques de théâtre, puisqu'on est sur le même plateau. Et ça, je trouve qu'il le réussit plutôt très bien, et je trouve que ça fonctionne, parce que ça nous dit en même temps qu'ils ne sont pas réellement séparés. Justement. Alors que faire un montage alterné, bon bah voilà, chacun va dans sa vie. Sauf que là, non, ils sont encore là physiquement pour nous, dans le même espace, et ça, je trouve que c'est réussi. Après, il y a la technique un peu plus lourde de la surimpression, mais qui fonctionne quand même pas mal, où lui, en plan rapproché, a l'impression de l'entendre et de la voir, et c'est là où il devient fou de jalousie. Il dit « je le savais », et il va téléphoner dans son garage, donc ça, c'est une autre technique. Mais en tout cas, voilà, il y a un travail qui est fait dans la forme et dans la mise en scène pour travailler sur cette séparation, fusion, disons, le couple qui n'est pas encore complètement séparé tout en vivant des vies parallèles. Ça, je trouve que ça marche justement pour le récit amoureux. Je trouve que ça, c'est plutôt le côté, cette théâtralité-là. C'est pour ça que je disais que derrière la technique électronique, derrière la technologie, il y a le théâtre, en fait. Et c'est ça qui est touchant. Je trouve que ça devient touchant quand on sent ce théâtre-là. Juste sur l'aspect plus musical, parce que vous avez raison, on n'en a pas parlé. Là encore, c'est une sorte de patchwork. Vous pourriez dire qu'il ne choisit pas entre plusieurs façons d'aborder la comédie musicale, parce que moi je pense qu'il a ce fantasme du tout, qui est un peu détestable du point de vue de l'ego, mais qui peut quand même faire des films un peu monstrueux et intéressants par cette monstruosité même. Alors du tout, pourquoi ? Il y a quand même ce geste vraiment assez novateur de confier toute la bande musicale à Tom Waits.
Donc Tom Waits, qui lui n'avait pas fait de musique de film. Donc il fait des chansons qu'il chante avec Crystal Gayle, qui est une chanteuse plutôt country, qui est d'ailleurs la sœur de Loretta Lynn, si vous connaissez un peu la musique country. Et donc il y a ces 12 duos hommes-femmes qui, pour le coup, sont intéressants, je trouve, par rapport au récit et par rapport au couple, par rapport au fait de chanter ensemble ou ne pas chanter ensemble, et évidemment par rapport à ce qui arrive au couple et à leur vie parallèle respective. Donc il y a cet aspect-là, mais ce qu'il y a d'audacieux là-dedans, c'est que les chansons fonctionnent comme une sorte de commentaire de l'action, avec des ruptures, donc comme une sorte de chœur, quelque part de chœur antique ou de commentaire, sachant qu'elles anticipent donc parfois sur l'action. C'est-à-dire qu'on entend dans les paroles, mon petit gars, you're gonna need an attorney for this journey, il va te falloir un avocat pour l'aventure qui va t'arriver. Donc on est prévenu quelque part, il y a un côté humoristique, mais du coup une distance aussi, parce qu'on est dans l'ordre du commentaire. Donc on voit le personnage un peu comme une marionnette. Ce sentiment-là, que les personnages sont manipulés par le cinéaste Démiurge, il vient, et c'est pas pour faire du biographisme, il vient forcément de l'enfance de Coppola. Lui, il raconte qu'il a eu la polio à 10 ans, qu'il a passé un temps infini dans sa chambre, et que dans sa chambre, il avait la radio, je sais pas quoi, la télé, etc. Et qu'il s'était fait des marionnettes, et qu'il s'était fait un petit monde comme ça. Il a dit « Je suis devenu le roi de la télécommande ». Et en fait, quand il a son studio, c'est pareil, parce qu'en 1958, donc il avait même pas une vingtaine d'années, il a travaillé avec George Eisenhower, qui est le type qui a inventé le tableau électrique au théâtre, c'est-à-dire un truc où on manipule des leviers et où on peut prendre des choses, les mettre sur scène, les enlever, etc. Et il était fasciné par ça. Donc cette idée de commander les choses à distance, c'est évidemment le fantasme qu'il a et qu'il réalise, y compris ici. Du coup, on le sent que les personnages sont aussi ça, sont aussi des pantins, quoi. Mais alors donc, ça c'est un premier aspect de la musique. Mais il y a d'autres moments, par exemple, où l'artiste de cirque, joué par Nastasia Kinski, Leila, s'adresse, dans la chanson qui s'appelle Little Boy Blue, elle s'adresse directement au personnage. C'est-à-dire qu'il est en train de fantasmer, elle en très gros, qui lui parle en disant « je t'ai posé un lapin, mon coco ». Voilà. Donc vous voyez à quelle scène je fais allusion, la scène toute bleue. Donc ça, c'est une rupture par rapport au régime, disons, musical habituel. Et puis, il y a bien sûr aussi les moments dansés, j'allais dire, plus traditionnellement. Donc le moment où elle dit, tiens, il y a un piano, on danse, est-ce que vous savez danser le tango, etc. Alors ces moments qui finissent par le ballet un peu fou du 4 juillet. Il ne faut pas oublier que leur date d'anniversaire de couple, c'est le jour de l'indépendance américaine, l'indépendance. Et évidemment, dans le film, chacun va essayer de prendre son indépendance à ce moment-là, et ça se passe donc un 4 juillet. Ce ballet-là, par exemple, pour tout ça, il a été conseillé, vous allez tomber de votre chaise, par Gene Kelly. Donc, je suis désolée de vous le dire. Non, en fait, je vous disais, il avait ce fantasme d'avoir tout le monde à disposition dans ses studios. Et quitte à avoir tout le monde, il a employé effectivement Gene Kelly. Et j'ai confirmé ça. Je suis en lien avec sa veuve, qui était beaucoup plus jeune que lui, Gene Kelly, la dernière femme de Gene Kelly. Et d'ailleurs, elle m'a dit, vous saluerez les gens qui seront là. Donc, je vous salue de sa part. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que Gene Kelly faisait partie de l'écurie de Zoétrope, du coup, dans le sens où Coppola voulait faire une sorte d'école. Donc les acteurs qui n'étaient pas forcément des danseurs prenaient des cours de danse, par exemple. Il y avait des cours de danse, il y avait des cours d'acteurs studio, de comédie, etc. Dans cette idée-là, il a donc demandé à Gene Kelly de le conseiller pour ces scènes dansées là, du couple et du ballet. Et ce qu'il raconte, Coppola, je pense qu'il est assez honnête, c'est qu'il n'a pas utilisé les conseils de Kelly. C'est-à-dire que, donc là vous êtes contente, oui. Dans un premier temps, c'est-à-dire que Kelly a vu ça et il a dit mais non, il ne faut pas mettre tous ces figurants autour d'eux dans la rue, vous savez, avec les carrés lumineux, il faut que les gens qui sont là dansent. Les gens font partie du ballet ou bien rien, on ne rajoute pas des espèces de gens qui sont là, qui se... Bon.
Et il n'a pas respecté ça. Coppola a dit non, j'ai pas respecté par exemple ce conseil. En revanche, bizarrement, il n'a pas respecté non plus son conseil d'ordre dans les séquences, c'est-à-dire qu'il devait y avoir donc la séquence auprès du piano de tango, puis il devait être dans ce mouvement où ils sont amoureux, romantiques, où ils font une sorte de valse, puis ensuite sortir dans la rue. C'est comme ça que Coppola l'avait monté, et Gene Kelly lui avait dit non, il faut vraiment, enfin, c'est pas dans cet ordre qu'il faut faire, il faut vraiment mettre le moment un petit peu mélancolico-amoureux quand ils sont rapprochés comme ça, plutôt à la fin du ballet. Il faut faire l'explosion du ballet, puis ensuite il faut ralentir et faire ce... Et Coppola n'avait pas respecté ça. Et finalement, en 2003, donc ce qu'on voit, il a réinversé l'ordre. C'est fou. Et là, il a pris en compte le conseil de Gene Kelly. Donc vous voyez que ça... C'est-à-dire quand on fait quelque chose d'expérimental, je pense qu'on n'en est effectivement pas satisfait et qu'on essaye toujours de le changer. Et effectivement, il y a une sorte de problème de raccord parce qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils sortent comme ça dans la rue. Enfin, on voit bien qu'il y a un côté un peu mal emboîté dans les séquences, mais à la limite, peu importe. Et je pense que Gene Kelly avait raison du point de vue rythmique, si vous voulez, de musical. C'est-à-dire qu'il y a une explosion et puis ensuite, c'est normal qu'il y ait une sorte de ressac. Et Gene Kelly savait bien tout ça. Et évidemment, Coppola... à l'époque, n'avait pas respecté ça. Mais justement, ce que j'allais dire à propos de la danse, c'est que je trouvais qu'on n'était pas très entraîné dans la danse. On n'a pas vraiment envie de les suivre dans la danse. Alors que dans une comédie musicale, on doit avoir envie de danser. Et quand on sort de la salle, on sort en dansant. Il y en a peu, des séquences. Oui, d'abord, il y en a peu, mais le peu qu'il y a, on est quand même dans la frustration. Parce qu'effectivement, la scène de danse à l'extérieur, elle devrait... être très, exploser, on devrait avoir envie de danser avec eux. En fait, non, ça marche pas. Alors, est-ce que ça, c'est pas dû, si vous voulez, au côté Las Vegas de la chose ? C'est-à-dire que je pense qu'il est aussi pris dans une forme de vulgarité généralisée qui est, si vous voulez, ce décor de Vegas avec des showgirls. Et il dit d'ailleurs que celle qu'on voit et qui met sa jambe là, à droite de la tête de Raoul Julia, le Ray, qui a une espèce de natte, etc. En fait, c'est une très bonne danseuse. C'est pas du tout une stripteaseuse qu'il allait chercher. Donc, il prend des très bons danseurs et il les grime, je dirais, en personnages de Las Vegas. Donc je pense que ça peut aussi mettre à distance cette esthétique voilà, du clinquant. Mais pour lui, c'est... Le film est aussi quand même, je trouve, là-dessus, c'est-à-dire un couple banal qui, lui, a sa petite vie, etc. Et pour ce couple-là, Vegas, voilà, c'est des clients éventuellement de l'agence de voyage, mais c'est pas... Ce rêve qui est le rêve des touristes, en tout cas d'une certaine classe de touristes de par le monde, pour eux, ne coïncide pas avec leurs rêves. Et c'est pour ça peut-être que lui rencontre une artiste de cirque étrangère et qu'elle rencontre, l'acteur est portoricain, mais en tout cas un Latin lover, une espèce de... Voilà. Chacun rencontre un étranger. C'est pas typiquement Vegas. C'est peut-être pour ça aussi que quand les showgirls entourent Ray, qui est quand même le nouvel amant du personnage principal, d'ailleurs l'actrice Terry Garr avait dit mais c'est pas juste, c'est un peu mon moment, et puis il y a plein de filles qui sont là à lui tourner autour. Mais finalement, c'est une fois de plus un peu le décor qui gagne. C'est-à-dire c'est des personnes, mais elles sont la personnification du décor qui l'assaille. Donc effectivement, c'est un peu l'obsession de Coppola qui gagne à chaque fois. Et je trouve que l'actrice avait raison de dire mais enfin, c'est mon moment romantique. Il faut que ça marche comme tel. Je suis d'accord avec vous, ce ballet, même avec sa fin ralentie, ne fonctionne pas du point de vue, en tout cas, de l'intrigue amoureuse. Mais si vous avez vu Un Américain à Paris ici, il y avait aussi des sérieux doutes sur le long ballet d'Un Américain à Paris et son artifice, son très très grand artifice, qui mettait à distance complètement de l'intrigue. C'était un ballet quand même très très loin du récit et de la psychologie. Pour résumer, pour Coppola, il n'y a pas de psychologie vraiment qui tienne dans son cinéma, sinon exprimer
extériorisé dans les décors, dans les lumières, bien sûr, le rouge du désir à chaque fois pour Franny, et puis le vert de la jalousie. Bon, c'est énorme, c'est un symbolisme très très lourd, parce qu'il me semble que Coppola, c'est un cinéaste expressionniste, vraiment expressionniste au sens premier du terme, tel que le cinéma expressionniste allemand exprimait aussi des choses dans des décors complètement tordus, etc. Donc, pas du tout naturaliste et pas du tout en lien avec une psychologie. Ce que je trouve un tout petit peu dommage, c'est qu'au début du film, il y a cet équilibre quand même entre une forme de trivial, une forme de naturel dans les rapports du couple, c'est-à-dire qu'elle rentre de son agence de voyage et puis elle fait tomber ses courses et puis elle se change et puis elle s'apprête à sortir. Et en fait, il y a une rupture qui est très belle, qui est à la fin de la deuxième chanson, donc à la fin du moment où il pose la lampe, et on a ce beau plan où il y a le noir qui est fait autour de la lampe, avec un linge qui a été mis par-dessus, parce qu'au moment où ils font l'amour, évidemment, le film est aussi tissé de ces clichés-là, hein, de ces couples qui vivent selon certains clichés. Voilà, donc il faut mettre un linge rouge sur la lampe avant de faire l'amour, sauf qu'on voit un slip qu'il a lancé. On voit qu'il a lancé son slip blanc au premier plan. Donc on a le noir, la petite lampe rouge et puis le slip kangourou devant. Et après cette scène-là, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une pause dans les chansons. Il n'y a plus de musique et là commence la scène de ménage. Et là, on se dit, pourquoi il a le drap sur le côté ? Alors, je me suis posé la question et du coup, outre qu'il ressemble un peu à Marlon Brando, vous aurez remarqué, Frédéric Forrest, il a un petit côté Marlon Brando. Il connaissait d'ailleurs Brando et il a travaillé avec Lee Strasberg, voilà, donc l'acteur studio. Et donc, il y a un petit côté Jules César aussi dans les petits cheveux, voilà, ramenés sur le devant. Mais je me suis longtemps demandé pourquoi il avait ce drap, et je pense qu'en fait, c'est effectivement une sorte de toge, et que tout ça parle de théâtralité. C'est-à-dire qu'on parle de la scène de ménage comme ça y est, le théâtre du couple commence, et vous remarquerez qu'à ce moment-là, il n'y a plus les chansons, mais en revanche, il joue de manière théâtrale. Il y a un petit surjeu. Ils emploient des espèces de clichés de la scène de ménage tout en nous faisant comprendre qu'ils savent qu'on sait que c'est des clichés. Ah, tu te rases plus les jambes depuis longtemps. C'est énorme. C'est complètement idiot. Et en même temps, cette surenchère-là, toi, tu ressembles à un œuf. Alors, l'acteur a effectivement pris 15 kilos, mais bon, il est quand même pas... donc, quelque chose est décalé entre ce qu'ils sont en train de jouer et une forme de naturel qui avait été posée au début. Et effectivement, je trouve qu'à ce moment-là, on rentre dans un monde de théâtralité pure et qu'on perd forcément une forme d'authenticité. Alors qu'on peut regagner d'autres façons, mais en tout cas, voilà, il me semble qu'il y a une rupture qui arrive quand même assez tôt. Et qui sera aggravée, entre guillemets, si on recherche ça, par la série burlesque, par exemple, du Motel. Moi, je suis très contente de rire, en fait. J'avoue que ça fait partie du plaisir, quand même, de rire au cinéma. Donc, mais je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Il y a des espèces de séries, comme ça, de plans, qui vont à un autre endroit, un autre genre, un autre registre, et on ne sait pas du tout à quoi s'attendre. Que penser de Ray qui prend de la glace, qui s'en fout complètement finalement, et il prend de la glace, puis il avait sur sa tête, et paf, il ferme la porte, et fin de la séquence. Ça, je trouve ça, au fond, assez brillant, de nous montrer les séquences vraiment par bloc, comme ça. Et ça aide parce qu'au début, les chansons font ces blocs. Elles sont vraiment synchronisées avec quelque chose est dit de ce couple qui est en train de battre de l'aile. Donc la première chanson, je suis toujours en train de ramasser après toi, jusqu'à la prochaine personne que je ramasserai. Hein, donc quelqu'un que je vais rencontrer. Et voilà. Et ça fait des petits tout qui sont originaux, et que je trouve plutôt réussis. Et puis ensuite, c'est vrai que peut-être le décor prend le pouvoir. Le décor avec, y compris les matte paintings, les toiles peintes derrière, le fait que ses rêves à elle viennent aussi
de son agence de voyage, ce qui s'appelle Paradise. Voilà. Donc cette idée que le cinéma et la comédie musicale travaillent ça, le rêve, évidemment, elle était chez Minelli, hein, par exemple. C'est pas hors de la tradition classique de la comédie musicale, mais c'est radicalisé à un tel point. Pourtant, Brigadoon, par exemple, de Minelli, c'est l'extrême artifice, puisque c'est un village qui ne s'anime, écossais, qui ne s'anime que tous les 100 ans, bon, qui est complètement folklorique et peut-être qui existe ou qui n'existe pas, donc qui est rêvé. Bien sûr que la comédie musicale hollywoodienne ne parle que du rêve, sauf que quand on vous le met en espèces sonnantes et trébuchantes devant vous, qu'on le construit de toutes pièces, quelque chose ne va plus. Mais Coppola le sait, puisque dans la chanson, on entend « How do I get out of this dream ?» Comment sortir? Quelle est l'issue à ce rêve? Comment sortir de ce rêve? Et les gens qui habitent Las Vegas peuvent se poser cette question, c'est-à-dire ce rêve pour les autres, qui est une sorte d'enfer pour eux. Donc voilà, je pense au moins qu'il est conscient de ça. Et c'est vrai que pour le coup, j'allais dire, pendant presque tout le film, on ne sait pas sur quel pied danser. Je suis un peu d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on change constamment de registre. Alors, par moments, moi, j'ai éclaté de rire sur certaines scènes. Puis d'un seul coup, pof, tout retombe. Et voilà, c'est ça qui est un peu désarmant aussi. Et ce que j'ai ressenti aussi, c'est qu'on a une impression de fouillis par moments, bien souvent, et en même temps d'extrême lenteur. Ah, de lenteur. Oui, moi j'ai, enfin, dans le scénario, dans la manière de raconter, bon, on a l'impression qu'on est un peu tiré, quoi. Ça, voilà. Puis moi j'ai trouvé qu'il y avait aussi trop de gros plans qui parfois m'ont gênée. Mais en même temps, en vous écoutant parler, oui, je vois tous les côtés positifs et je les apprécie. Non, c'est pas pour non, mais c'est vrai qu'il y a aussi plein de choses qui sont intéressantes, mais voilà, enfin, en ce qui me concerne, je suis un peu déçue sur le plan comédie musicale pure. Et par exemple, Brigadoon, au moins c'est clair, on sait qu'on est dans du factice à 100%. Là, je trouve que voilà, on est un peu trop souvent perdu, on sait pas trop où se situer dans voilà, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des choses à dire. Alors pour le coup, je pense qu'on est factice là aussi. Parce que moi, j'avais exactement le même sentiment que vous, et j'ai eu le même problème aussi au dernier film New York, New York. C'est qu'il n'y a plus le couple d'artistes. Ils chantent plus ensemble. Dans New York, New York, lui ne fait que jouer de la musique et c'est pas lui qui joue. Et ce qui m'étonne d'ailleurs dans ces films-là, c'est qu'il n'y a pas d'artistes. Et c'est pour ça que je reviens sur mon... De personnages d'artistes ou d'acteurs pour jouer, c'est pourquoi c'est pas eux. Et finalement, là, à force de parler, ce que je m'aperçois, c'est que le vrai couple d'artistes et le vrai couple réel, c'est les chanteurs. Et finalement, ils sont un peu omniprésents dans tout le film. Et finalement, on regrette presque de ne pas les voir eux, puisqu'ils sont quand même merveilleux au niveau des voix, au niveau des chansons. Et finalement, c'est le vrai couple qui nous émeut le plus, c'est les chanteurs qui sont tout le long du film. Et finalement, on a l'impression que toutes ces petites scènes, c'est des rapports au couple. Que les chanteurs, ce sont eux le vrai couple. Et que eux sont juste des marionnettes, comme vous dites, et qui remiment les scènes qui leur sont presque... Non, mais maintenant, on peut imaginer ça, peut-être pas au niveau du film, mais après coup, on peut imaginer... Parce que moi, finalement, ceux qui m'ont le plus marqué, qui ont été le plus... Tout le long du film, c'est le couple de chanteurs. Et leur voix nous résonne. Je vois tout à fait ce que vous voulez dire, d'autant que l'acteur, donc Frédéric Forrest, qui ensuite a joué dans Hammett de Wim Wenders, sur la vie de Dashiell Hammett, produit par Coppola et par son studio Zoetrope, et une catastrophe, qui a été retournée, etc., mais avec lui. Et j'ai lu des entretiens avec l'acteur sur le coup, où il disait, bon, ça y est, là maintenant j'ai terminé mon contrat, je vais aller voir ailleurs, etc. Et où en fait, il n'était pas très content du résultat, par exemple lui en tant qu'acteur, de son personnage, parce que c'est un acteur studio, il joue vraiment le sentiment, il joue théâtral quand il faut jouer la scène de ménage, mais on voit bien qu'il a une idée du jeu qui est classique quand même,
Et finalement, il ne s'y retrouve pas dans un film comme ça. Pourquoi, à mon avis? Parce que Coppola traite tout comme une texture. Et donc, quand vous dites la voix de Tom Waits avec son côté abrasif comme ça, et puis la belle voix, enfin le beau muscle vocal de la chanteuse country, très, très féminin, enfin voilà comment ils font les harmonies quand ils chantent ensemble, etc. Ça a une texture plus marquante que d'autres choses. Pour Coppola, je pense qu'il y a la texture de la lumière, de la couleur, des tissus, ces espèces de synthétiques, des robes voilà, de l'époque, et la voix, et tout ça fait partie d'un ensemble, et il ne met pas spécialement en avant telle ou telle chose, alors qu'on est habitué à ce qu'il y ait quand même au centre l'acteur, le jeu de l'acteur, y compris avec des acteurs polyvalents, justement, comme on parlait de Judy Garland ou même de Liza Minnelli, des gens qui savent jouer, qui savent danser, qui savent chanter. Alors, ce qu'on constate dans cette frustration, qu'on partage un peu tous, à différents degrés, et pour moi, c'est selon aussi... Enfin, je vous dis, je revois le film, ça dépend des moments. Je pense que c'est véritablement la fin de ce grand système des studios. C'est-à-dire que quand il y avait une écurie de gens qui savaient faire tout ça et qui étaient formés pour le faire, ça donnait des films humainement aussi plus vibrants. Et humainement et techniquement au niveau de la danse, comme vous dites, plus entraînants, donnant envie de danser avec eux, etc. Coppola, il arrive après, hein, il arrive après la bataille. Comme Scorsese aussi, quand même, dans les années 70, il prend Liza Minnelli, ça va, mais je veux dire... De Niro, non. Il ne sait pas jouer du saxophone, donc il apprend, mais voilà, c'est pas effectivement un musicien. Et il ne sait pas danser non plus. Donc ça, c'est aussi un état de l'industrie, et c'est une question vraiment importante dans la comédie musicale. Elle meurt de ne pas avoir à disposition ces artistes complets. Ça revient un petit peu, ça revient. D'artistes. Mais lui, Coppola, il voulait des nouveaux. Enfin, il voulait avoir une troupe. Il l'avait déjà embauché, ces acteurs-là, dans d'autres de ses films, dans Conversation secrète, par exemple. Mais il voulait pas prendre des stars déjà existantes. C'est un peu lui qui fait le pari. C'est pour ça qu'il fait un pari d'avenir technologique, mais aussi de troupe. Il a vraiment une envie théâtrale aussi de ce point de vue-là. Donc... Et puis je pense que fondamentalement, le théâtre, la théâtralité plus généralement, et la technique, qui est liée aussi au théâtre, et la lumière, etc., l'intéresse plus que... et la musique aussi l'intéresse, mais plus que cet ensemble qui serait la comédie musicale ou le numéro dansé. Effectivement, il me semble. Pardon, je passe juste la parole après. Mais juste ajouter que... quelque part, tu parlais historiquement en fait, de la fin des studios, etc. Mais que ce film-là arrive quand même juste après la fin du nouvel Hollywood, après la catastrophe de Cimino, etc. Enfin, que quelque part... Il y a beaucoup de naufrages industriels. Oui, mais vraiment au début des années 80, et que finalement, d'une certaine manière, il a peut-être essayé... une sorte de barreau d'honneur, je ne sais pas, mais en fait, il est vraiment à la toute fin en fait, de cette décennie d'expérimentation, enfin, qui a donné quand même des très belles choses. Et quelque part, enfin, c'est foutu pour de bon, quelque part, à partir de là. Mais je pense qu'on peut le voir aussi comme ça. Mais moi, je voulais juste ajouter sur les acteurs. Je trouve que c'est un film qu'on peut voir d'une certaine manière comme très dur par rapport à ce couple, en fait. Le fait qu'il y a le côté un peu pathétique, un peu loser, en fait. Et que moi je trouve qu'il n'a pas choisi des... Pardon ? Tocard. Ouais, voilà. Revient, ouais. Et je trouve qu'il n'a pas choisi justement des comédiens qui auraient pu être hyper sexy ou séduisants, etc. C'est aussi ça notre frustration. Non mais c'est vrai, je veux dire, quand on regarde les comédies musicales qu'on a tous adorées, enfin c'est pas du tout les mêmes personnages, les mêmes physiques, etc. Ouais. Et je trouve que c'est symptomatique à la fin, qui sont tellement écrasés par les décors, tout ce que vous voulez, qu'il ne peut même pas chanter en fait. Il chante, il a une voix atroce. Quand il chante, ce qui devrait être le moment du film où il va la reconquérir. Ça, moi, j'y crois pas du tout. À la fin, quand elle revient, parce qu'en complètement. Fait, alors c'est vrai qu'on n'a pas pensé, on n'a pas parlé du happy end. Ben non, mais il peut. Oui, mais pour moi, ça marche pas. Enfin, mais bon, c'est personnel. Mais alors, mais
Oui, mais non, en fait. Enfin, voilà, moi, Qui a trouvé ça émouvant? Qui n'a pas trouvé ça émouvant? Alors... Oui, non, mais l'idée est super, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, ça veut dire vraiment quelque chose sur la structure du film, quoi. Et on se demande si c'est pas un clin d'œil à Chantons sous la pluie et ses voix. Le passage Les voix désynchronisées, ouais. Et on se demande si ce couple de chanteurs, justement qu'on ne voit jamais, ils ne chantent pas ces acteurs qui ne savent pas chanter. Ah mais il le dit, moi je te le dirais en chantant, mais je ne sais pas chanter, bien sûr. Je suis un impuissant de la comédie musicale. Je veux dire, c'est ça qu'il dit, bien sûr. Pardon? Jamais à Las Vegas, et là il se met à Oui, tout à fait, ouais. Non mais bien sûr, il s'amuse de ça. On a l'impression qu'il a fait un clin d'œil à Chantons sous la pluie en mettant deux chanteurs qu'on voit jamais. De toute façon, le film est habité par d'autres films, hein, de même que Nastassja Kinski, elle vient là le titre m'échappe, mais d'un film de Wenders où elle jouait déjà une artiste de cirque. Dans le numéro où il la voit, enfin où il est avec les néons et les très gros pardon? Non, ça c'est après. Paris, Texas. Il y a le numéro où justement elle chante en très très gros plan là, avec ses effets spéciaux, ses surimpressions, ses couleurs, ses néons, où justement il y a lui aussi en très gros plan avec le chœur comme ça qu'il essaye d'effacer et qui a un chœur en néon. C'est inspiré à l'évidence de la séquence Gotta Dance de Broadway Melody dans Chantons sous la pluie, c'est-à-dire cette espèce de débauche tout à coup d'effets spéciaux très très artificielle et montrée comme telle, et des néons et des lumières. Et bien sûr, le film est aussi habité par ça. On entend la carioca aussi que Ray met sur son tourne-disque. Enfin voilà. Donc il a aussi quand même ce passé. Il n'est pas né de rien. Oui. Bonsoir. Je voudrais revenir sur un autre aspect. Vous avez dit en début de séance que c'était le film le plus cher de son époque à 27 millions de dollars. Ouais. Alors même les sommes... plus cher que Apocalypse Now qu'il a fait alors Oui, c'est fou. Ah oui. Bah oui, parce qu'en fait, tout construire, c'est... Pourquoi elle n'a pas tourné à Las Vegas directement, justement? Eh bien, vous avez... Oui, pour plein de raisons, mais à mon avis, pour tout contrôler, si vous voulez. Parce qu'à mon avis, le film n'existe pas si on lui dit vous avez qu'à aller tourner à Las Vegas. Ça ne l'intéresse pas. C'est là où c'est vraiment le marionnettiste. Et d'ailleurs, il y a aussi le générique avec ces enseignes. Alors, c'était des trucs qu'ils ont construits, des espèces de maquettes comme ça, en fausses enseignes. Ouais, bien sûr. Certaines des enseignes sont vraies dans le sens où il y avait ces enseignes à Las Vegas, de Dunes, enfin... mais d'autres sont fabriqués. Mais il y avait effectivement une ancienne fabrique d'enseignes. Donc là où il travaille, l'espèce de casse, enfin de casse de voiture, etc., c'est inspiré d'un vrai lieu qu'il y avait là-bas. Enfin, ce que je veux dire, c'est pourquoi il n'y est pas allé pour construire entièrement de A à Z le décor. Et Las Vegas n'est pas comme ça. Ce que je veux dire, c'est comme ça et c'est pas comme ça. Mais... il n'y a pas cette densité kitsch. C'est une ville kitsch, évidemment, hautement. Mais il n'y a pas cette densité au niveau spatial, en fait. Ce qu'il recherche, c'est quelque chose de compressé, de condensé au niveau spatial. Et il recherche l'artifice. Je veux dire, le plan où elle s'éloigne dans la rue, avec c'est un tableau, je veux dire. On voit bien que tout est un décor, tout est entièrement un décor, et qu'au fond, c'est une toile peinte, puisque si on regarde, on voit la limite entre ce qui est une toile et ce qui est concret en 3 dimensions. Donc, bien sûr pourquoi il irait dans des décors réels? C'est le contraire de ce qu'il veut faire. À la limite, ce qui l'intéresse, c'est de mettre un couple, comme tu disais, de tocard ou de loser, à l'intérieur de cette chose hautement artificielle. Le couple lui-même, il est pas artificiel. Il est... Oui, lambda, voilà. Chacun a son rêve. Mais il y a cette scène en parallèle où
Oui, la scène érotique, il dit d'ailleurs qu'il avait prévu de faire vraiment des scènes quasiment pornographiques. Enfin, il dit pornographique, bon, peut-être pas. Mais en tout cas, plus directement érotique, puis finalement non. C'est vraiment, chacun a son rêve, littéralement, sur ou sous lui, quoi. C'est vraiment ça. C'est, bon, ben voilà, vous vouliez le beau Latin lover, musicien, artiste, tac, le voilà. Et puis, l'acrobate, danseuse, plus jeune, étrangère, avec tous ces costumes, etc. La voilà servie dans un verre de martini, quoi. Donc sur un plateau, bien sûr, c'est ça. C'est-à-dire que c'est l'idée que quand on vous donne votre rêve, bah, vous vous apercevez que Bora Bora, c'est boring. Évidemment, il joue avec ce mot Bora et boring. Ouais. Est-ce que c'est pas un film vraiment désenchanté, du coup? Enfin, je veux dire, au sens propre. Si, au sens, mais tu disais presque un enterrement de la comédie musicale. Oui, mais au sens où voilà, tous ces artifices, tout ça, je trouve que vraiment assez littéralement. Enfin, autant je disais que dans la Nouvelle Hollywood, en fait, il y avait ce désenchantement, mais on essayait quand même d'y croire encore, etc. Enfin, et là, il y a ce moment où on arrive où, je sais pas, pour moi, il y a un côté un peu un peu toute l'esthétique années 80, tu sais, de l'imagerie du clip et tout ça. Oui. Il y a quelque chose un peu programmatique. Enfin, des fois, je pense à Blade Runner, enfin, ce côté, tous les films de Ridley Scott. Il y a des clips qui sont inspirés aussi du moment où ils sortent dans la rue. Il y a plusieurs clips qui ont un peu ce scénario-là, où on est en intérieur et tout à coup, paf, on sort dans la rue et ça vient, à mon avis, de là. Mais sur ce côté très désillusionné, très désenchanté, je pense que nous, entre guillemets, qui pensons qu'il est allé trop loin, c'est justement parce qu'on pense qu'il a tort d'être entièrement désenchanté. Alors voilà, donc ce happy end. Ce happy end. Ce happy end. Moi, ce que je trouve beau à la fin, si vous voulez. Mais si, il nous montre bien qu'il y a de l'amour, sinon il ne nous aurait pas montré son retour à elle. Et elle dit « I made a mistake ». Juste quand la musique commence, elle n'attend même pas un moment de silence « I made a mistake ». Bon, elle rentre encore en robe comme ça. Je trouve que ce qu'il y a de plus beau dans cette fin, cette course finale, quand il court à l'aéroport, qu'il écrase les valises du type, on est encore dans le burlesque. Et puis quand même, je trouve là où on change de registre, c'est quand, au lieu de courir dans le sas qui le mène en face de l'avion, on reparcourt, vous vous souvenez, il y a ce mouvement de caméra qui reparcourt le même décor, parce qu'il faut quand même un peu rentabiliser, n'est-ce pas? On a construit un aéroport, et qui est tout vert, enfin il y a vraiment quelque chose de glauque, littéralement, dans ce décor, et on le reparcourt, et il rentre, et évidemment beaucoup moins vite, puisqu'il n'est pas très très pressé de rentrer chez lui, et quand il est ensuite dans sa voiture, puis ensuite il ramasse l'assiette dont on a vu qu'il avait posé à côté et qu'il avait vite mangé avant de débarrer en trompe. Et voilà, il a son assiette vide et il la pose. Et ça, moi, je trouve ça ça renvoie au début avec des petits détails comme ça, de la maison, de la pénombre, de ce que c'est que tenir une maison aussi, malgré tout, même quand on est au fond du trou, il y a une assiette et puis il va falloir la mettre dans l'évier, peut-être même la laver et tout ça. Donc ça, je trouve ça très réussi. Après, je ne sais pas si vous vous souvenez, il prend toutes ses affaires et il va aller les flamber, comme dans La Sirène du Mississippi, où on voit ces sous-vêtements féminins brûlés comme ça dans une cheminée. Et d'ailleurs, il y a un autre moment très truffaldien qui est quand ils s'appellent l'un l'autre, quand ils viennent de se séparer, et que forcément, ça s'est occupé, puisqu'ils s'appellent l'un l'autre. Il y a exactement ça dans La femme d'à côté de Truffaut, qui, si je ne me trompe, est 2 ans plus tard, donc ça ne doit pas être un emprunt du côté de Coppola, mais c'est peut-être juste qu'ils ont pensé à cette idée toute simple de la fausse asynchronie amoureuse, puisqu'au contraire, ils pensent tellement l'un à l'autre qu'ils s'appellent en même temps et que du coup, c'est bête. Ils ne peuvent pas se joindre. Mais pourquoi je dis ça? Oui, donc, reste le retour, la fin. Moi, je suis un petit peu comme toi. À chaque fois que je le vois, j'ai l'impression que c'est une sorte de... il est placé... Mais je crois que j'avais un petit peu parlé de ça pour Un Américain à Paris, avec aussi ce très très lourd moment où il est vraiment une vraie mélancolie, où Leslie Caron part avec un autre homme dans un taxi, et où on a une très très belle scène, et tout ce grand ballet finalement désespéré aussi. Et puis, in extremis, elle revient. On est content, mais en même temps, c'est un peu trop tard. Enfin, voilà.
Et là, je pense que c'est aussi une question rythmique. C'est-à-dire le fait de mettre à l'extrême fin, ça nous fait pas la même chose que si le happy end était plus long. Et du coup, c'est réussi, entre guillemets, dans le sens où on a plus une impression, disons peut-être, de désillusionnement que de satisfaction un peu convenue du rabibochage du couple. Mais on a les deux. On a les deux et on peut un peu choisir. Vous, je pense que vous choisissez le... Ouais. Non, mais s'il était reparti tout seul. S'il était reparti vraiment tout seul. Ouais. Ouais. Oui, oui. Non, mais... Ah, voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est quand même ces personnages, ces deux personnages-là, qui n'ont pas le même statut, je dirais, qui n'ont pas la même consistance, y compris la même photogénie. La très jeune Nastasia Kinski, très très mise en beauté, enfin par les petits diamants, etc., qui a appris à faire de la corde, bon, à danser et tout ça. Et puis il y a l'autre, Raoul Julia, avec ses yeux globuleux. Il a joué après dans la famille Adams. Mais alors, ce qui est marrant là-dessus, c'est qu'il y a la scène du restaurant. Donc la scène du restaurant où elle le retrouve par hasard, hein, parce que la question du hasard et de la destinée, elle est quand même aussi là, de manière peut-être comique, mais elle est là dans le film, et où en fait il est serveur au lieu d'être crooner, pianiste au restaurant. Mais ce qui est amusant dans cette scène, c'est que celui qui joue Javier, donc l'autre serveur, en fait, c'est une doublure, understudy, on dit. Et d'ailleurs, à la fin, vous avez peut-être vu dans le générique, understudies, et il y avait tous les noms. C'est-à-dire que les personnages principaux du film avaient des doublures, comme au théâtre, qui connaissaient tous leurs textes, qui auraient pu les doubler si on avait voulu. C'est toujours l'idée de la troupe et du théâtre, sauf que là, ils jouaient dans cette scène. Donc, le Javier, c'était la doublure de Ray, Raoul Julia, et la cliente qui reprend sa pâte de crabe, c'était la doublure de Terry Garr, l'actrice blonde. Donc vous voyez que... Si, vous avez raison. La La Land mange un petit peu à tous les râteliers. Mais c'est bien parce que c'est cumulatif. C'est-à-dire que vraiment l'histoire de la comédie musicale, elle est aussi faite par des gens qui aiment la comédie musicale. Tous, en fait. Et même, ne vous en déplaise, Coppola, même s'il aime aussi d'autres choses. Et donc, qui sont nourris à chaque fois des comédies musicales précédentes. Donc tout à fait, La La Land est vraiment une sorte de rhapsodie de différentes choses. Alors pas forcément de comédie musicale, ça vient aussi d'autres films, mais oui, sauf qu'on en parlera peut-être la prochaine fois parce qu'on va montrer La La Land, mais la question de est-ce qu'il vaut mieux être un raté et finalement heureux en couple, ou est-ce qu'il vaut mieux s'accomplir artistiquement, quitte à perdre sa moitié en route. 3 petits points. Suite au prochain numéro. Mais c'est vrai que c'est cette question qui est posée. Et l'une des réponses peut être apportée par un happy end qui n'en est pas un. Enfin voilà, un happy end in extremis, ce qui nous permet d'avoir les deux, quoi. Et c'est ça que j'aime bien quand même au cinéma, c'est sa capacité, d'abord à l'ambiguïté, à l'ambivalence, mais il nous donne les deux. On a la tristesse et on a en même temps le couple reconstitué. Donc c'est ce que permet, disons, le cinéma et le travail de plusieurs cinéastes sur le happy end. C'est pas seulement... ce que je veux dire, c'est que le happy end n'est presque jamais, après la période classique, comment on appelle ça, une convention commerciale, je veux dire. C'est pas une concession, c'est autre chose qui se joue, évidemment. Mais ils ne sont pas morts, mais selon vous, ils ne sont pas nés. Donc... Ils s'arrêtent sur un moment des personnages, mais nous, après, on peut les faire vivre comme on veut. C'est pas forcément un avis, on peut imaginer qu'ils reprennent leur vie de... Exactement, j'y ai pensé. C'est là où il y a vraiment... Tout à fait. Je me dis, finalement, ils reviennent à leur vie médiocre de départ, puis finalement, il y a médiocre. Ah, mais oui, attention.
Ben, tout ça est... Ouais. Non mais vous avez raison. Le film fait exprès de se placer entre les deux, puisqu'il y a une qui, bien sûr, mais exactement, c'est-à-dire au début du film, vous vous souvenez, c'est exactement ce qui lui tient comme argument, en disant, mais elle dit, ça c'est typiquement une maison qu'il faut retaper et revendre. Et il dit, mais non, on va la retaper et l'habiter. Et ça, c'est quand même 2 projets de vie, bien sûr. C'est 2 visions du monde. Ouais, c'est 2 visions du monde. Ils sont mal partis quand même. Ouais, c'est... Ouais. Ouais. Non, mais je pense que ce qui vous donne aussi cette impression que peut-être ils finiront des tocards qu'ils ont toujours été, c'est que Coppola, dans sa conception de l'espace, du décor, de la lumière, etc., crée des bulles, crée un enfermement. Et donc, même si ce n'est pas un enfermement dans le récit, même si une fois qu'ils reviennent, ils ont aussi changé, ils sont riches de leur expérience ratée, etc., nous, spectateurs, on est quand même face à un cinéma qui crée ces bulles, qui crée cet enfermement par l'artifice, et qui donc ne donne pas tellement l'impression que le cadre est un cache, pour citer Bazin, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression que l'histoire continue après. On a évidemment l'impression que c'est un film entièrement construit et qu'il finit une fois que le rideau se referme, bien sûr. Et ça, il n'essaye pas de nous fourguer du réalisme. Hein. On peut pas dire que... Mais vous avez raison que les gros plans finaux sur elle, par exemple, sont quand même ambivalents. Elle est émue de le retrouver, mais on sent sur son visage aussi une tristesse, une déception face à ce voyage, enfin, qui n'a pas eu lieu. Hein, parce que quand elle arrive devant l'aéroport, elle dit « Enfin, je vais partir en voyage. Moi qui vends des voyages toute la journée. » Donc... J'ai ressenti ça autrement, comme si elle avait pris conscience que l'aventure c'était quelque chose de l'ordre de l'impossible et que finalement la réalité c'est ce qui convenait peut-être le mieux, qui était le plus sécurisant, et que finalement c'était son histoire de vie. Oui, mais c'est pas du tout... C'est pas forcément contradictoire. Oui, non, vous avez raison. Elle peut accepter. Mais ça, c'est l'histoire aussi de la comédie du remariage, qui était d'accepter l'autre dans son altérité sexuelle, etc. Finalement, c'est-à-dire une fois qu'on a été ensemble, puis séparés, puis voilà. Donc oui, mais dans les comédies de remariage, les gens sont vraiment changés. C'est-à-dire qu'ils ont pris une conscience philosophique, voilà, ils ont dépassé le scepticisme, véritablement. Là, on ne sait pas. On est, disons, dans un retour dans un décor. On est de retour dans ce décor. Il a un peu changé parce que la cheminée, au lieu d'être l'endroit sur lequel on met la glace avant de faire l'amour sur l'espèce de matelas par terre, c'est devenu une cheminée un peu plus dangereuse quand même, parce que moi, je trouve que brûler les effets de la personne qui vous a quitté, c'est quand même un acte... très très violent. Non, il l'a pas fait. Il a frôlé ce... Voilà. Exact. Entre-temps, les cheveux se sont dressés sur la tête et il aura... Et d'ailleurs, le moment où les cheveux sont dressés sur la tête, c'est apparemment un moment refait de manière digitale pour la restauration de 2003, parce qu'il n'avait pas réussi à le faire. Il avait pourtant balancé vraiment des volts au pauvre Frédéric Forest. Enfin bon, c'est fou. Mais il n'avait pas réussi à lui faire dresser les cheveux sur la tête. Donc, vous voyez, en fait, ce qu'on voit, c'est le film... Ouais. Oh, si, c'est assumé. C'est assumé comme étant vraiment une série burlesque. Si. Je pense qu'il veut tout. Il veut tout, il veut tous les genres, il veut qu'on pleure, qu'on rit, enfin voilà. Il perd des gens sur le bas-côté, mais tant pis. Ça a complètement pas marché du tout. Voilà. Donc quand on dit prototype, c'est aussi prototype de on ne peut pas produire ce type de film en série, quoi.
D'abord, ça coûte trop cher, et puis voilà, regardez, vous êtes le tiers de ce que vous êtes habituellement. Non, mais c'est vrai, je pense qu'il y a un côté radical et limite. Voilà. Alors que La La Land, que vous verrez la prochaine fois, fonctionne par effet, je le disais, plutôt cumulatif et rassembleur, et voilà, conservateur au sens où pourquoi toujours révolutionner quelque chose qui, à l'état existant, est intéressant. Enfin, c'est dans ce sens-là aussi du conservatisme. Oula, je finis avec le mot conservatisme. C'est pour quelqu'un qui voulait penser aux technologies du futur comme Coppola. Voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je vous recommande éventuellement de voir, parce que je ne vous le passe pas, mais Cotton Club, pour ce montage parallèle, pour le travail que fait Coppola sur le montage parallèle, non pas alterné, je confonds toujours, de montrer deux actions dans deux lieux différents, mais au même moment. Et notamment, il y a un moment absolument virtuose de numéros de claquettes, puisque c'est surtout les numéros de claquettes dans Cotton Club qui se fait en parallèle d'une action de gangster. Et ça, c'est exactement ce qu'il fait. Si vous avez vu Le Parrain, bien entendu, la scène du baptême, c'est aussi ça. Parce que Cotton Club est surtout un film de gangster, en réalité. Donc, cette technique du montage parallèle, Coppola l'a bien sûr explorée avec maestria, disons, dans Le Parrain. Mais il y a cette scène de claquettes où les claquettes remplacent, dans mon souvenir, le bruit aussi sont la métaphore du bruit de la mitraillette. Voilà. Bon, merci d'être venu, et donc rendez-vous le 20 juin. Merci.